du coup, Cyriac et Thomas. Et du coup, je vais un peu m'étendre sur des thématiques que Cyriac a abordées, qui est en fait, et donc pour ça, je vais juste redéfinir ce qu'il a déjà défini très rapidement, c'est-à-dire que la chiralité, c'est effectivement l'absence de symétrie miroir, et on peut la séparer, entre guillemets, en deux gros groupes. La première, c'est effectivement la chiralité moléculaire ou tridimensionnelle qu'a évoqué Sirac, et dont l'un des effets chiroptiques, c'est l'absorption différentielle de lumière gauche et droite. Euh, et d'un autre côté, on peut observer effectivement, si on réduit le nombre de dimensions, la chiralité planaire, qui du coup désigne tous les systèmes qui sont confinés dans un plan, qu'on ne peut pas surimposer avec leur image miroir par des opérations de symétrie dans le plan. Et en fait, ces systèmes planaires chiro, on peut observer un couplage entre le spin de la lumière et son impulsion. Donc ça, c'est l'un des effets chiroptiques qu'on peut observer, et aussi, notamment, de manière assez notable, on ne peut pas observer de dichroïsme circulaire à incidence normale, mais on observe ce qu'a dénoté Cyriac, c'est-à-dire la conversion de dichroïsme circulaire. Maintenant, il y a plusieurs, juste pour d'un point de vue expérimental, il y a plusieurs manières de déterminer si le système, si le système est chiral 3D ou non, ou planaire chiral. Pour ça, il y a plusieurs observables chirales. On peut soit l'étudier à travers le formalisme de Jones, qui discute justement des composants transverses du champ électromagnétique, mais on peut aussi utiliser le formalisme de Muller et de Stokes-Muller, hein, qui décrit l'état de polarisation du champ électromagnétique dans un quadrivecteur et qui gère les changements par un médium chiral ou un médium anisotropique de cet état de polarisation par une sorte de matrice de Muller, qui est donc une matrice 4 par 4. Et en faisant un peu d'analyse sur cette matrice, on peut extraire toutes les variables chiroptiques, notamment le dichroïsme circulaire. Voilà. Donc ça, c'était un peu entre guillemets, les définitions générales qui vont être utiles par la suite. Et maintenant, la question qui vient suite au titre, c'est pourquoi est-ce que, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une cavité chirale, et aussi pourquoi est-ce que c'est important? Je vais prendre un peu la question à l'envers, c'est-à-dire déjà, c'est important parce que justement, on s'est rendu, sans vouloir bien sûr être hégémonique, mais c'est, euh, on s'est rendu compte récemment que justement, dans des états hybrides lumière-matière, on peut altérer les propriétés de la matière, ou même les propriétés physico-chimiques. On peut, par exemple, favoriser une réaction ou une autre. On peut changer les propriétés de supraconductivité, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est en jouant à la fois sur les propriétés des matériaux et les propriétés de la lumière. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que en impliquant, est-ce qu'en rendant la lumière chirale, on peut, disons, briser la symétrie des nouveaux états polaritoniques? Est-ce que c'est une propriété qui du coup, transcède? Et du coup, c'est la question qui est au cœur justement de ces interactions lumière-matière, et notamment lorsqu'on arrive dans le régime du couplage fort ou ultra fort, on observe des effets de polarisation interne qui commencent à apparaître justement, et qui commencent à être ça commence à être vraiment intéressant. Mais du coup, notre thématique, c'était plutôt, OK, on est dans le régime du couplage fort, et en fait, on cherchera à obtenir des modes chiro. Et pour ce faire, en fait, récemment, il y a eu justement cette review que Cyriac a évoquée, qui justement discute de comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut fabriquer justement des cavités chirales. Il propose trois types d'exemples. Par exemple, justement, c'est cette question de méta-miroir, où on ferait une cavité où les miroirs réfléchiraient en fait, sélectivement
soit de la lumière polarisée gauche ou droite. Donc ça, ce sera un moyen de le faire. L'autre moyen, effectivement, et c'est justement c'est que en fait, on, on utilise un milieu qui filtre, euh, qui, euh, qui, qui filtre justement cette polarisation gauche. Et on se retrouve en fait avec des nodes où le champ électromagnétique est préférentiellement gauche ou droit à différents endroits dans la cavité. Et du coup, ensuite se posent des questions auxquelles on répondra par la suite, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut définir que le champ est préférentiellement gauche ou droit sur toute l'étendue de la cavité, etc. Enfin bref. Et du coup, justement, il y a une question à la fin qui concernait justement ces miroirs un peu métamatériaux, des exemples un peu expérimentaux. Donc récemment, il y a eu justement, enfin, c'était des exemples de l'année dernière où justement, il y avait une fabrication de miroirs qui réfléchissaient sélectivement soit à la gauche, soit à la droite, soit une polarisation de gauche, soit une polarisation de droite. Et en fait, on se rend compte que justement, en termes d'application, on pouvait par exemple utiliser ça en termes de sensing chiral, c'est-à-dire qu'on met un milieu chiral à l'intérieur de cette cavité qui réfléchit sélectivement et on observe la réponse, justement, et on peut déterminer, enfin, faire de l'augmentation, justement, augmenter la sensibilité de notre détection. Mais maintenant, c'est pas vraiment le choix qu'on a fait. En fait, notre idée, c'était la suivante. Donc, on a un système qui est, on s'est dit, si on a un système qui est planaire chiral, est-ce qu'on peut, en utilisant justement ce couplage entre le spin de la lumière et l'impulsion, est-ce qu'on peut, en la mettant dans une cavité, faire en sorte que justement qu'il y ait un recyclage pour augmenter de la recyclage de l'hélicité à l'intérieur de la cavité, pour augmenter justement que notre cavité soit préférentiellement gauche ou préférentiellement droite. Et pour ce faire, en fait, on s'est dit, et si on utilisait justement des polymères, des longues chaînes polymériques, et en fait, en tournant soit dans le sens horaire ou anti-horaire la cavité, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que justement cette friction à l'interface entre le polymère et le miroir pourrait fabriquer des sortes de milieux 2D chiral à cette interface? Et du coup, la première question qui se pose lorsqu'on est face à ce genre de problématique, c'est qu'est-ce que seraient les observables typiques dans le champ lointain. Et du coup, comme j'ai dit, on utilise des longues chaînes polymériques dans des systèmes qui sont linéaires, c'est-à-dire un Fabry-Pérot, il y a les deux modes TE-TEM qui sont du coup polarisés linéairement. Et du coup, en fait, ça nous empêchait d'utiliser les observables typiques de la chiralité 2D parce que notre signal serait pollué. Du coup, on a voulu utiliser l'observable typique d'une chiralité 3D qui était le dichroïsme circulaire. Et on s'est rendu compte qu'en mettant un objet planaire chiral dans une cavité, en fait, on allait observer l'apparition de trois effets. Le premier, ça va être la chiralité extrinsèque, c'est-à-dire que pour des raisons de symétrie, si on regarde à incidence oblique un système planaire chiral 2D, on va voir l'apparition de signaux chiroptiques opposés selon l'angle, c'est-à-dire une signature positive si on regarde un angle positif, négatif si on regarde un angle négatif. La deuxième signature, ça va être la réponse du mode TE et du mode TM par rapport à justement ce milieu planaire chiral dans la cavité, qui va donc être opposé si on probe avec le mode TE et le mode TM. Et finalement, on va être regardé si on n'observe pas des effets de chiralité intrinsèque, c'est-à-dire juste si notre système est proportionnellement chiral gauche ou chiral droit. Du coup, on a fait nos cavités en faisant, lors de l'induction du polymère, en tournant dans le sens horaire ou anti-horaire, et on a observé ces courbes de dispersion, où, donc, si on se concentre sur le panneau en haut à gauche, le premier élément marquant, c'est cette chiralité extrinsèque, c'est-à-dire qui se traduit en une antisymétrie par rapport à l'incidence normale.
du signal. Le deuxième, ça va être justement ce TE versus TM, comme j'ai dit, à incidence normale. Pardon, excusez-moi, le mode TE et TM à incidence normale sont dégénérés, donc on est censé observer quelque chose qui est proche de zéro. Par contre, on a une levée de dégénérescence à incidence non nulle, ce qui fait l'apparition de signaux bisignés. Et enfin, le dernier signal, c'est que on cherche justement ce signal un peu intrinsèque de chiralité qui va se traduire en fait par un biais soit positif, soit négatif, selon la forme énantiomérique 3D. Et en fait, ça va se traduire si on regarde dans le panneau en bas à gauche, par exemple, où justement en vert, on a le signal de dichroïsme circulaire moyenné sur tout l'espace angulaire positif et en bleu sur tout l'espace angulaire négatif. Et en fait, on voit il y a une prédominance des signaux CD sur un des espaces angulaires. Et en fait, cette prédominance, ce qui est très intéressant, c'est que si on la regarde si on fait la forme qui est tournée dans l'autre sens, on observe justement un changement de prédominance, c'est-à-dire que c'est l'autre espace angulaire. Donc, ça peut être un marqueur de forme énantiomérique. Et on verra par la suite pourquoi c'est essentiel. Du coup, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est si on pouvait simuler ça. Et donc, notre manière de simuler ça, ça a été justement d'utiliser c'est une manière effective, c'est-à-dire qu'on on a écrit les équations de continuité, les équations du milieu, qui du coup introduisent un couplage entre le champ électrique et le champ d'augmentation magnétique dans la forme de ce paramètre kappa qu'on peut voir ici. Et du coup, on peut modéliser justement cet aspect 2D, 3D dont je parlais avant de manière effective, disons, en mettant un caractère dispersif selon la longueur d'onde qui ne dépend du coup juste que de la longueur d'onde, donc c'est notre paramètre kappa lambda, et une dépendance angulaire qui est soit constante, parce qu'un paramètre, du coup, comme a dit Cyriac, la chiralité tridimensionnelle ne dépend pas de l'angle à laquelle vous observez le système, au contraire justement de la chiralité bidimensionnelle, enfin planaire, qui du coup, elle, a un angle sinus θ, enfin qui a une dépendance sinusoïdale en θ, pour être nul à θ égale 0. Et donc, si on fait ça, on s'aperçoit qu'effectivement, en changeant ce paramètre A, c'est-à-dire en le faisant passer de positif à négatif, on peut reproduire de manière assez précise les résultats expérimentaux. Et donc, ça nous a un peu rassurés et ça nous a permis de justement terminer justement sur cette question qui était essentielle, c'est-à-dire est-ce que si on enduit on enduit notre polymère de manière gauche ou droite, c'est-à-dire dans le sens horaire ou anti-horaire, est-ce qu'on peut produire justement des cavités énantiomériquement différentes, c'est-à-dire des cavités qui sont de manière prédominante gauche ou droite. Et pour ça, en fait, on va utiliser dans ce qui est, une observable utilisée dans la littérature, qui est le vecteur de Riemann-Silberstein, qui a l'avantage d'être maximum lorsque c'est gauche et minimum lorsque c'est droit, lorsque la polarisation est droite, pardon. Et on peut justement, donc on peut voir ces nodes positives et négatives dont j'avais parlé au début. Et on peut intégrer justement cette valeur pour un angle défini pour obtenir justement le caractère préférentiel, c'est-à-dire est-ce que notre champ est préférentiellement gauche ou préférentiellement droit. Et en ce faisant, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on peut, donc, en faisant gauche et droite, en fait, on observe que le champ pour un énantiomère à incidence normale, pour les deux énantiomères, est opposé. Donc, on a un champ qui est prédominantiellement gauche pour un énantiomère et de manière prédominante droite. Et en fait, oula. En fait,
Et du coup, en fait, ça montre que ce que ça montre, en fait, c'est que vu que le couplage fort, enfin les régimes de couplage fort et ultra fort, jusqu'à présent, on a observé que les effets de changement sur les matériaux ne s'observaient qu'à incidence normale, notamment pour la chimie polaritonique vibrationnelle. Ça montre que justement, si on effectuait ces réactions, si on effectuait ces réactions dans ces cavités chirales, on pourrait potentiellement justement affecter justement ces polaritons en les rendant plus ou moins gauche ou plus ou moins droit, une sorte de transfert de chiralité. Euh, et, euh, et donc voilà, c'était voilà. C'était un petit sommaire assez rapide du travail que j'ai effectué, enfin, d'un des travaux que j'ai effectué avec Cyriac. Du coup, bah, je voulais remercier effectivement mes collègues et amis du labo à Strasbourg et aussi ceux qui m'ont accueilli à Amsterdam. Merci pour votre attention.